C'est mieux. C'est bien parti. Allez. Je donne jusqu'à moi le cas, d'accord. D'accord. Alors bonjour à tous. Donc je me présente. Alain Werner, Campus Tech, qui est une école des humanités numériques installée à Angers et à Paris, qui démarre la rentrée prochaine, donc en enseignement sup. Et donc il y a aussi mon collègue Stéphane et Adrien Paul Paris. Et puis donc Léo Delbia, qui est aussi chez Campus Tech, qui s'occupe de la partie relations, en fait, incubation de projet, relations professionnelles, du vin notamment, sur un projet qui s'appelle l'Innovinage. Et donc le but de notre intervention aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur son expérientiel et notamment périsensoriel finalement qu'on va voir autour du champagne à la fois et en même temps également des créments et de sauts. On a voulu comparer la manière dont finalement ces deux ensembles, ces deux types de vins nourrissent des présentations différentes en fonction de données textuelles de corpus. Oui, pour le contexte, désolé pour ceux pour qui je vais dire quelques évidences qui les entendront donc sagement. Le contexte, pourquoi on a choisi ce focus sur les champagnes et les créments régionaux, il y a une histoire tout à fait particulière en termes de communication et en quelque sorte une guerre de mots et une guerre de chiffres, une guerre qui est une guerre de 100 ans, puisque ça fait un peu plus de 100 ans qu'elle dure, mais ça fait 100 ans qu'elle est vraiment très vive, avec toute la question de la guerre de la marque Champagne, et puis ensuite la deuxième guerre, il y a une seconde guerre qui est la guerre qui est arrivée sur la guerre dite de la méthode champenoise. Alors, contextualisation rapide, même si je parle là à des initiés, on a 10 appellations de créments. Les créments par rapport aux autres vins mousseux se distinguent par un cahier des charges qui a été calqué pour partie sur celui du champagne, c'est-à-dire qui adopte la méthode champenoise qu'on appelle maintenant méthode traditionnelle. Il y a 10 appellations de créments qui sont essentiellement concentrées en France. On en connaît un emblématique ici, bien sûr, le crément de Bourgogne. Et on a aussi deux autres créments qu'il ne faut pas oublier. Je ne le dis pas simplement par amitié et sympathie pour Albin qui est luxembourgeois, mais il y a les créments du Luxembourg, bien sûr, et les créments de Belgique. On a alors la guerre de chiffres, d'abord, la guerre de chiffres, elle ne va pas aller très loin parce qu'à vrai dire, le champagne et les créments se livrent une guerre à armes tout à fait inégales. Pour une raison simple, c'est qu'on a certes une large couverture du territoire. Les créments, il y en a, les créments régionaux couvrent largement le territoire français et un petit peu européen. Puisque vous en avez à Bordeaux, vous en avez en Alsace, en Loire, mais c'est une couverture qui reste en termes de surface cultivée très inférieure, puisque la totalité des surfaces cultivées de créments fait moins de 25% des surfaces cultivées en Champagne. Je vous ai donné quelques chiffres pour vous donner quand même un ordre d'idée de cette forte inégalité quand même à la base, de quoi, savoir de quoi on parle, et que ce n'est pas tout à fait une guerre égale. 35 000 hectares en Champagne, c'est 3 000 en Alsace, qui est le deuxième vignoble derrière, en bulle, en termes de vin effervescent, derrière la Champagne, mais vous voyez, loin, très loin derrière. Le troisième sur le podium, c'est la Bourgogne, avec ses 2300 hectares, et puis ensuite on trouve la Loire. Alors, on verra dans les corpus ensuite, plein d'appellations satellites autour de la méthode champenoise et méthode traditionnelle, qui ne s'appellent pas créments, mais qui sont des appellations satellites qui utilisent un cahier des charges comparable, c'est-à-dire centré autour de la méthode champenoise. Tout le monde connaît la méthode champenoise, il s'agit de faire refermenter le vin en bouteille, donc c'est plus long et forcément plus onéreux, et surtout demande beaucoup de manipulation. Il y a plein d'appellations satellites, on en connaît nous dans la Loire, mais vous en connaissez ici aussi peut-être, les Saumur, les Vouvray par exemple, qui sont des vins effervescents qui utilisent cette méthode. On les a assimilés dans les textes qu'on a trouvés parce qu'on est sur le même niveau de gamme. En volume, vous voyez que là aussi, ce n'est pas une guerre tout à fait égale. 30 à 35 millions de bouteilles produites de créments d'Alsace en moyenne par an. C'est entre 17 et 19 millions produits en Bourgogne chaque année, entre 15 et 17 millions en Loire. Et le chiffre de la Champagne, vous savez à peu près combien c'est? En crément? En Champagne, les Champagnes. Les Champagnes, c'est environ 300 millions de bouteilles chaque année. Donc vous voyez, là aussi, on est sur des chiffres qui sont assez bons. En termes de puissance à l'export et donc de capacité de l'image à performer, on a là aussi une forte inégalité. Le champagne, il faut savoir que c'est au moins, c'est toujours plus de 50% d'exportation directe à l'étranger, contre, en moyenne, quand même, parce qu'il y a une forte progression pour les créments régionaux, entre 20 et 30% maximum
d'exportation directe pour les créments. En valeur, je n'ai pas mis le chiffre parce que là, il faudrait avoir un goût pour l'humiliation en termes de valeur, puisque bon, le chiffre d'affaires de la Champagne, qui est uniquement sur les vins de Champagne, donc sur les effervescents, c'est à peu près entre 4,7 et 4,9 milliards d'euros. Hein, et à titre d'exemple, le chiffre d'affaires du vignoble alsacien, tout vin confondu, c'est 500 millions. D'accord ? Voilà, ça donne un ordre d'idée. Une guerre des mots, donc, puisque justement, c'est juste à la slide suivante, voilà, une guerre des mots, parce que effectivement, tous les créments régionaux se sont construits sur une histoire un peu empruntée, hein, justement, du Champagne. On ne lutte pas à armes égales parce qu'il y a une histoire mythique du Champagne, c'est le vin effervescent, et c'est, ça parlera davantage ici, évidemment, linguiste que vous êtes, c'est le seul hein, qui est d'ailleurs devenu, enfin, c'est le seul, qui est devenu un nom commun, hein, Champagne, puisque dans les rayons, vous voyez évidemment vin et champagne. C'est une historiographie évidemment qui est très forte, du mythe de la création de sa méthode, du mythe partiel de Dom Pérignon aux grandes cours de France et cours d'Europe, donc le vin royal. C'est une imagerie portée avant tout par des grandes maisons, hein, et beaucoup plus que par des terroirs. Hein. C'est d'abord une imagerie très identitaire sur des hommes, des portraits, des familles, et des maisons, donc avec l'imagerie du luxe, bien sûr, de la rareté, de l'élite. Et c'est un vin qui est aussi associé, plus que d'autres, à un savoir-faire humain. Il y a, puisqu'en fait, en réalité, le terroir, vous le savez, dans le vin de Champagne n'est pas déterminant, c'est d'abord un vin d'assemblage, et c'est même la qualité du maître de chai et de l'œnologue qui fait, et qui détermine la qualité d'un bon champagne. Il faut un peu oublier tout ce qu'on a appris sur le terroir, en particulier, par exemple, je le dis d'autant plus ici quand on est en Bourgogne et ces climats de Bourgogne, là on est sur une toute autre méthode. Au contraire, le champagne repose d'abord sur un process humain, et la place de l'humain, elle est fondamentale, c'est la fameuse méthode champenoise. Sauf que ça a créé un biais, et ce biais, c'est tous les quelques familles régionalement qui sont allées sur d'autres terroirs. Il faut savoir que le champagne a tellement marché très vite qu'on avait besoin de raisins. Tout simplement, on avait besoin de volume, et donc on allait chercher, on a commencé à aller chercher ce raisin ailleurs qu'en Champagne, que dans le vignoble champenois. Nous, qui sommes ligériens, on y a été particulièrement exposés, puisque au XIXe siècle, autour du Saumurois par exemple, on produisait énormément de vins liquoreux, en fait, hein, de vins doux, et petit à petit sont arrivées des maisons de champagne qui avaient besoin de raisins pour alimenter, au contraire, la Champagne et son exportation. Eh bien, on a une partie du terroir qui a commencé à être utilisée pour produire des raisins pour le Champagne. Et évidemment, sont arrivés là des négociants qui se sont dit, il n'y a pas de raison en fait. Si notre raisin est bon pour aller en Champagne faire du champagne, on peut nous-mêmes produire nos vins effervescents. C'est l'histoire des créments régionaux, et c'est une histoire tout à fait particulière, puisque pour communiquer sur sa qualité, pour communiquer sur son existence, ils ont dû d'abord communiquer sur l'image du champagne. Et donc utiliser l'image du champagne, et d'où un certain nombre de communications et d'affiches que vous verrez tout à l'heure, où on commençait par dire Champagne de Saumur, Champagne de Loire, Champagne du Jura. Il y avait vraiment, on utilisait le terme champagne. D'où la fameuse guerre qui a commencé très très vite, avec la marque Champagne qui a été retenue par les champenois. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quand on n'avait plus la marque Champagne, on a utilisé la méthode champenoise comme marque, en l'affichant partout, hein, en disant c'est bien la même méthode, c'est-à-dire toujours une communication qui était en résonance à et jamais propre. Et donc ce qu'on a voulu voir ici, c'est si sur les discours numériques aujourd'hui, à l'heure du numérique, si dans les discours expérientiels, et Albin va vous détailler un peu plus qu'on a qualifié de discours expérientiel, c'est-à-dire qu'on est allé au-delà du sensoriel. Discours expérientiel, on va, bien sûr, il y a les notes de dégustation, mais on va trouver aussi les moments de dégustation, les moments de consommation, l'histoire, voilà, la façon dont on le présente. Et on a choisi essentiellement deux types de prescripteurs. On n'a pas choisi d'aller sur tous les consommateurs, mais on a choisi des prescripteurs. Les prescripteurs commerciaux d'un côté, c'est-à-dire les sites institutionnels et les sites d'AOC, et les sites commerciaux, les sites des maisons de vin, de créments et de champagne, et de l'autre, les blogs.
Et bloc 20, donc un type particulier de prescripteur. Et donc voilà un petit peu les résultats. Comme il nous reste 10 minutes, je vais aller très vite puisqu'on n'a pas tout fait la moitié de ce qu'on voulait faire. En fait, donc simplement des images qui vous remettent un petit peu en mémoire la manière dont le champagne, par exemple, notamment, travaille sur l'idée du luxe, cette dégustation-là, qui est un peu inaccessible pour un clientèle. Sémiotiquement parlant, on pourra évidemment faire toute l'étude. Là, c'est plutôt effectivement, on va dire, je vais dire le badinage, ou en tout cas, au moins, l'aspect séduction, etc. La matière, très bien. Là, c'est assez rigolo de voir que le champagne est plus qu'à ressemble de James Bond, quand même. Donc, on est évidemment sur un certain standing, comme on dit, en français. Plutôt des décréments, on va chercher des références un peu différentes, purement publicitaires. Donc, j'ai un peu de discours. Là, les créments d'Alsace, qui vont effectivement tenter une image de sobriété, d'élégance, de blancheur affichée. Ici aussi, on essaie d'aller de se porter vers des éléments d'excellence, le crémant du roi, Dry Royal. Donc en fait, on tente d'aller vers le tutoriel de champagne, sans en avoir l'appellation, simplement, en tout cas dans le tutoriel d'école. Et puis, d'autres vins qui tentent, alors là c'est plus récent que c'est la plus ancienne, d'aller sur carrément d'autres segments, sachant qu'ils ne pourront pas aller vers le champagne, donc on va essayer autre chose. La carrière de lit, vous connaissez évidemment, donc là c'est carrément la vérité, c'est plus kiff tranquillement, et on n'essaie même pas de rivaliser. Là, sur les vins du Val-de-Loire, avec cette campagne qui est assez récente, peut-être l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, donc où on va retrouver un type de descripteur. Alors, on va s'établir sur la méthodologie, là ça est de toute façon beaucoup trop grosse, et puis ce sera à l'écrit sur plusieurs entretiens. Simplement, il y a 2 types d'analyses qui sont proposées aujourd'hui, donc des analyses vraiment la MUTEC, que vous connaissez, un logiciel qui permet quand même d'avoir une répartition d'analyse synthétique de correspondance, donc basée sur une thématisation des termes, de la lexicométrie, mais un petit peu réinterprétée à la sémantique, et puis ensuite des collocations lexicales plus réduites avec Wordsmith, qui fait à peu près la même chose que peut faire Lexico 3 par exemple sur le publicité. Donc avec de reconstruction de mots sémantiques, l'étude des mécanismes narratifs des expériences sensorielles et expérientielles, et puis évidemment la question du biais de définition, tout ça évidemment ces éléments-là théoriques ou méthodologiques pour trouver dans les questions sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le corpus? On a une sélection de 30 textes qui concernent le champagne et maintenant les créments. Comme l'a dit Léo très bien tout à l'heure, on a différents types de sources. Ici, sites commerciaux, sites médias. Alors, au site média, ça va être par exemple le Figaro des vins. Et le Figaro des vins, pardon, pour ce type de métier qui s'intéresse aussi à la commercialisation, à la description des vins, et qui vont donc en fait apporter quelque chose de spécialisé, sur les produits. 32 200 en l'occurrence, les plus répandus étant, et c'est là que ça devient intéressant, je le montre comme ça, mais donc 20 qui arrive en premier, 186 l'occurrence, c'est dû à l'aspect vin crément ou vin mousseux évidemment. Champagne, ensuite, 114, Bulle, puis Crément, Blanc, fin, Alsace, une communication du coup dans le corpus sur une carbonisation qui est très très forte. Bouteille, brut et fût. Ce sont vraiment des termes qui arrivent le plus souvent pour dans le corpus en entier, donc en mélangeant champagne et Crément. Alors, Pyramidec a l'avantage de faire de belles patates de couleurs par l'analyse des similitudes. Alors, ça donne en fait, ce sont des manières de pouvoir relier finalement les termes, les lexèmes, ou les lemmes plutôt d'ailleurs, entre dans le corpus. Ça donne plutôt une topographie ou un paysage, parce qu'ensuite il faut évidemment creuser, parce que là ça ne dit pas grand chose, je vais le dire, mais simplement ça permet d'avoir une reliance malgré tout de différents processus de lématisation. Alors, donc, là ce qu'on peut voir en revanche, c'est que par rapport aux similitudes, champagne et vin sont dans la même ère d'analyse de similitude. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, avec toujours les méthodes, alors je ne dis pas très bien, je pourrais l'envoyer, avec les méthodes de fabrication et d'identification, les termes liés par la méthode de fabrication qui sont directement liés. Alors que Crément reste éloigné de cette grandeur centrale. Le terme Crément a une aire sémantique propre, mais qui est très éloignée de l'aire champagne et vin. Alors, on peut parler du fait que ce soit vin et crément, vin et mousseux, qui fait qu'on a cette distinction-là dans les résultats. On distingue aussi clairement une aire de relation sémantique de Bulle, qui ici, et celle de la dégustation en tant que telle, donc qui va arriver ici. Bouche, arôme, je vais vous le dire ici, je ne le vois pas,
fruité, etc. Donc vous avez effectivement tous des descripteurs de la dégustation classique du vin qui se retrouvent en fait quelque partie de là par les autres aides qui viennent face au cépage, au dosage, à la dégustation, au prix et à sa couleur. De là, restez ça. Donc allez-y sur le. Je vois qu'il y a de l'autocontrôle. Là, c'est parce que j'ai le timer qui défile. Ah d'accord. Donc si on distingue maintenant champagne et crément, on a des choses un peu différentes. L'aire de similitude sémantique champagne reste au sens que ça permet directement des vignerons et de qualification de qualité plus ou moins prestigieuses. Vin se retrouve plus éloigné du coup, on retrouve ici. D'accord. Je passe un petit peu là-dessus sur les airs, vous savez exactement sur la limite certaine de correspondance. Sur le corpus crément, on a un peu 20 du centre, le crément à côté, ensuite la bulle. Donc ça, ensuite deux airs indirects, passe par le bulle et par l'Alsace, par le crément. Donc c'est de la dégustation directement liée à celle de la bulle. Donc c'est vraiment l'expérience là où on voit quelque chose et ensuite on va goûter. Donc il y a vraiment cette sensorielle qui est vraiment très marquée. Et puis celle de la vinification qui est directement liée au crément avec la fameuse méthode champenoise qu'on va retrouver de manière assez importante ensuite dans les domaines. Alors je pense que si vous voyez bien, pas forcément, je pense que c'est plus compliqué. Deux colonnes centrales, ça va. Voilà, ouais. Je vous décris simplement les éléments. Là, sur le corpus intégral, on a en fait, dans le programme, dans la liste de croissance, 4 classes. Une classe à toute la droite bleue qui est au champagne, classe de liée au champagne, véritablement. Ensuite, vous avez une autre sous-classe qui est en fait au vin mousseux, et etc. Donc vous avez en fait ce genre de choses. Ce qui est plus important, c'est plus intéressant, c'est les services. Là, dans les classes, également aussi sur le corpus champagne, là, c'est intéressant. Vous avez immédiatement, là, vous avez le type de cépage. Là, vous avez le moment de dégustation, donc idée, table, etc. Donc ça litre, etc. Donc c'est vraiment les accompagnements, les moments. Ici, la méthode, en sous-classe 1. Ensuite, vous avez toute la dégustation, donc fruits, notes, bouche, jaune, nez, etc. Riche, agrumes, etc. Et là, vous avez le visuel, donc bulle, surface, gaz, verre, carbone, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la première classe qui arrive, on a pris la bibliothèque, c'est la classe visuelle. Tout de suite. Et ensuite, on distingue les autres. C'est pour le champagne. Et pour le crément, c'est un peu différent. Puisqu'il y a la bibliothèque de début de 3 classes sémantiques véritablement distinctives, d'accord, avec la mise emblématique des extrêmes. La première, c'est vraiment la dégustation immédiatement sur le crément. On est sur la dégustation, pas sur le visuel. Donc il y a quand même une sollicitation d'essence qui est un peu différente dans l'organisation que le corpus, on appelle corpus. Et ensuite, 2 sous-classes, le type de vin, crément, etc. Et ensuite, la méthode. Et dans la méthode, c'est champenois qui arrive en premier, immédiatement. Il y a une forme de justification, on va voir ensuite de manière plus claire, avec les entiers, une forme de justification en fait par rapport au crément sur la méthode champenoise. Et on le voit vraiment fortement. C'est pas une surprise en tant que telle. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde avec Lord Smith, ensuite l'exemplier et les collocations lexicales, ça devient plus tangible. Parce que pour Champagne, les collocations principales sont vin, blanc, table, bouteille, vigneron, bulle, rosé, extra, bout et cuvée. Donc déjà, sur les 10 premières collocations, d'après Lord Smith, donc c'est mon courant des collocations lexicales, on a quelque chose de très distinctif. Or, au crément, les collocations principales sont Alsace, Bourgogne, Loire, vin, AOC, brut, qualité, Champagne, français, producteur. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans les collocations, le champagne directement aller sur le produit, le moment, la description. Les vins créments sont dans le corpus qui est obligé de passer par l'origine, justification de un terroir en fait, spécifique, l'AOC, etc., de qualité, et arrive même, évidemment c'est terrible, le terme de champagne dans les collocations. Donc ça c'est quelque chose aussi de très très distinctif sur les deux sous-corpus. Alors, dans l'exemplier, vous avez évidemment parfois champagne en minuscule, parfois en minuscule, donc ça c'est aussi une distinction puisque le crément n'apparaît jamais en minuscule. C'est quelque chose de distinctif. Vous avez par exemple le champagne, vous faites attention, c'est enfin gorgé, le terme en revue, les vignerons champagne, mais d'authenticité en bouteille, donc il y a aussi beaucoup d'histoire de vignerons par rapport au corpus. Il est important de pouvoir mettre un visage sur le champagne. Voilà. Et là, on est on est en fait sur l'origine. Le premier en utilisé son écrément de Loire et Bourgogne, mais sous l'offre d'écréments de fruité, le terme méthode champenoise a été utilisé sur les créments d'Alsace. Les créments sont souvent beaucoup moins considérés, donc c'est aussi noté dans les blogs, et aussi les sites commerciaux. C'est assez dévastateur, j'allais dire, en termes d'image.
et des créments qui chatouillent les plus grands, c'est-à-dire que les créments vont tenter de se positionner pour aller jusqu'à chatouiller en fait les champagnes avec les données que tu as données qui sont effectivement favorisées, qui dénotent en tout cas un déséquilibre. Alors, pour aller vite, parce que nous sommes à la fin, je pense. Oui. Donc, la discussion, c'est la dernière slide. J'ai fait un petit peu rapidement, et la mise, c'est pour les créments. Alors, ce qu'on voit directement sur le point de vue du corpus, et ce qui permettrait peut-être en tout cas de travailler sur comment se distinguer différemment pour les créments, parce que là, c'est aussi l'importance, je pense, de la recherche, peut-être de proposer aussi d'éventuelles solutions, peut-être d'éventuelles idées d'innovation. Est-ce que le crément doit forcément passer par la méthode champenoise, par en fait, des descripteurs qui rappellent le champagne pour essayer de galoper derrière sans jamais y arriver? C'est aussi une manière de se positionner. Mais... Donc c'est un internet challenger du champagne, le piège de la méthode champenoise, qui justifie tout en montrant bien qu'on se réfère sans arrêt à. Le champagne en fait va vraiment travailler dans le corpus sur un sémantique, sur l'authenticité d'un rapport au vin très fort. Là où les créments essaient de valoriser les terroirs et justifient constamment de la qualité en fait dans la méthode de la construction. Là, la question c'est donc comment proposer aussi une nouvelle stratégie de scénarisation discursive aux producteurs de créments, le cas échéant. Merci de votre attention. Le prolongement de l'étude, ce qui serait intéressant, c'est de voir à quel point c'est contextualisé en France, parce que par exemple, quand on regarde les stratégies discursives de vins qui exploitent la méthode traditionnelle, comme le cava espagnol, par exemple, le cava espagnol, les prosecco, c'est pas le cas, hein, c'est une autre méthode, mais les cava, c'est le cas. Vous avez des univers qui font jamais référence, en fait, c'est une méthode qui font jamais référence au champagne. On voit à quel point ce complexe était d'abord exécuté vraiment sur le territoire national. Et d'ailleurs, alors il faudrait aller en détail, c'est vrai que là on a ajouté, on a mis que les créments régionaux français. Je précise quand même, c'est-à-dire que dans le corpus, il n'y avait pas les créments du Luxembourg et les créments de Belgique. Cette étude serait intéressante parce qu'on ne voit aucune référence, quasiment aucune au champagne, par exemple, dans les créments du Luxembourg. C'est quasiment absent. On voit que c'est vraiment quelque chose d'un peu très français. Et ce qui est intéressant, c'est le croisement du coup des stratégies discursives qui est en train de s'opérer entre le champagne et les créments. Les créments sont en train de monter en gamme, d'essayer au contraire d'essayer de suggérer l'univers du luxe et de la rareté en communiquant aussi sur des maisons, d'une part, et sur un terroir, hein, sur la brillance d'une région, la Loire et ses châteaux, la Bourgogne et le prestige de ses vins tranquilles. Et d'autre part, ce sera ma conclusion à moi là, les champagnes sont en train de faire le schéma inverse. Il faut savoir juste qu'il y a une petite donnée de base, hein, c'est que le champagne est en train de décliner sur le marché intérieur. Il est toujours très puissant à l'export, mais on constate un déclin sur le marché intérieur. Et donc, alors, il y a deux champagnes, la champagne des grandes maisons et la champagne des vignerons. Quelle est la stratégie discursive des champagnes de vignerons depuis juin, là c'est récent, c'est juin 2018, vous avez peut-être vu cette nouvelle campagne, qui consiste au contraire à rebanaliser les moments de dégustation du champagne. Ils ont un premier slogan qui est un produit exceptionnel, mais pas exceptionnellement, qui n'a pas été retenu comme le slogan sur les affiches parce que non conforme à la loi E20. Et du coup, ils ont retenu d'autres types de slogans où on voit la bouteille de champagne à côté d'une boîte de sardines, d'une omelette, d'un morceau de fromage, et où c'est pas pompeux, juste goûteux, vous voyez, rien à fêter, juste à savourer. Au contraire, on est en train de prendre toute l'imagerie du champagne et de ses moments de dégustation à repousse-poil pour reconquérir un marché, j'allais dire, intérieur. Ils auraient dû nous écouter, on est arrivé deuxième du concours avec le comité Champagne. Et on a évoqué effectivement ces moments, je ne sais pas si ça a été bien compris les moments. L'idée, un moment, on ne voulait pas dire une banalisation. Un moment, ça peut être aussi quelque chose qu'à un certain degré d'intensité, de qualité. On avait discuté avec eux du triptyque des mots, des moments, des émotions. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu évoques, champagne, boîte de sardines, bon, voilà. C'est leur campagne, ils ont retenu, le slogan qu'ils ont retenu, c'est réservé à toutes les occasions sur leurs affiches. Ouais. Olivier. Merci beaucoup pour votre présentation. Grande qualité. Et ça me conforte dans mon idée d'aller étudier le discours du consommateur pour proposer des stratégies de communication à ce genre de problématiques. Où en fait, aller à la source, aller voir le consommateur ce qu'il en pense, le public visé, comment il en parle, pour essayer de rendre perméable les discours entre experts et consommateurs,
et avoir une stratégie marketing de communication directement avec du discours du consommateur. Voilà, ça me conforte dans mon idée. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Hier, en fait, quand tu es intervenu, je me suis posé la question à un moment donné de deux choses. Est-ce qu'il faut, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut parler comme le consommateur ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a un discours d'expert que le consommateur se permet d'avoir un discours de consommateur? Il faut compléter. Les deux, ça dépend du produit, du moment, etc., l'expérience. Il y a sans doute un peu des deux. Sans doute les deux, on peut le mettre. Je suis d'accord, en tout cas, avec ça, c'est très clair. Il y a un besoin de faire du data mining énorme, non pas finalement sur ce qu'on a fait nous, c'est sur les sites, etc., on explique, mais je pense que ressent que le produit que le consommateur prend le discours et comment trouver les bons sémantiques pour justement se faire se rencontrer différents registres aussi. Un discours qui parle finalement de la même chose, du même produit, mais pas de la même façon et pas avec la même expérience. Parce que le fait de faire une expérience métier et travail qui est différente de celui qui déguste tranquillement, c'est dans son sens. Mais malgré tout, il y a ce lien. Et ça doit rester complémentaire. Je rejoins la remarque de Eva. Ça doit rester complémentaire. L'expert doit conserver son discours d'expert dans un souci de transparence et d'explication de son. Mais après, en fonction de l'intention qu'il a de communication, alors il peut changer de discours et avoir cette perméabilité dans un but marketing. C'est la deuxième face de l'étude qui se fait en fait, qui est aussi intéressante. Parce que là, pour le coup, quand on se rend compte, quand on est en médiation avec les consommateurs, on se rend très très vite compte, par exemple, ça c'est vraiment, on voit d'ailleurs, si on rentrait un peu en détail, on voit par exemple sur les prescripteurs, le souci de rappeler que c'est comme la méthode champenoise, que c'est la même méthode, etc., c'est un souci des producteurs, pas du tout de consommateur. Le consommateur, il n'a pas envie forcément qu'on lui dise c'est comme en Champagne. Il a au contraire peut-être envie qu'on lui vende un autre produit, autre chose. Et ça, c'est... On a avec nous la spécialiste française et même franco-brésilienne du Clément Premium, Marianne. Je travaille sur le discours pour parler du Clément de Bourgogne, précisément. D'accord. Et moi, j'ai d'un côté le corpus expert et de l'autre le corpus des consommateurs. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes résultats qu'on trouve. Et même par rapport au corpus consommateur, on a fait des enquêtes, donc c'est un corpus, on a créé 3 questions, donc dans un questionnaire semi-directif avec des questions ouvertes, avec différents degrés d'abstraction, pour essayer de voir ce qui reste dans la représentation du consommateur de cette image. Mais on a interrogé avec ces questions aussi des professionnels. Et le discours des professionnels, quand il est un discours ambiant, comme on appelle, donc j'ai des guides de dégustation, des revues de sites web, plusieurs sources différentes. On va avoir la référence au champagne, elle est minime en fait. Elle est là, mais on parle beaucoup plus du crémant que du champagne. Mais quand on va dans les questionnaires, c'est beaucoup plus intuitif. Même les professionnels, on va avoir beaucoup plus d'occurrences du mot champagne que du mot crémant. Donc on voit que c'est quand même très compliqué pour eux, aussi bien les consommateurs que les professionnels, de parler de leurs produits, de définir les produits, d'expliquer, de donner des synonymes sans faire référence à la champagne. Vas-y. Non, et puis donc vous disiez le consommateur c'est pas son intérêt, mais finalement quand on pose la question, on lui demande par exemple comment vous pouvez expliquer ce qui est vraiment à un ami, ou qu'est-ce que cela vous évoque. Tout de suite, il va parler dans Champagne le crémant c'est presque en Champagne, le crémant c'est comme le Champagne, c'est meilleur qu'un Champagne, c'est un Champagne de mauvaise qualité. On trouve tous les clichés qu'on peut imaginer, ils sont là. La difficulté systémique, c'est-à-dire que la cognition, enfin, jusqu'à la mystique cognitive, on sait que, on sait qu'en fait, on a besoin ce qu'on appelle de valeur statistique, on a besoin en fait d'éléments sémantiques connus pour en construire de nouveaux. Donc évidemment, là, concrètement, c'est clair qu'en France, le champagne, c'est quand même quelque chose de très très important. Donc on va essayer de trouver, en fait, la difficulté de construire une stratégie discursive, c'est comment imaginer des discours vraiment différents, mais qui ne vont pas perdre en fait, le consommateur, parce qu'il est beaucoup plus sceptique en termes de référentiel, en fait, de ce côté-là, tout en étant suffisamment efficace ou pertinent, en tout cas, dans ce qu'on essaie de faire vivre. Je prends pour exemple la bière, je commence à m'intéresser à ce discours-là, sur la bière, je suis un consommateur, ça ne se voit de bière. Et bien en fait, ce sont vraiment, ça intéresse en termes de distributeur la bière, puisqu'on emprunte à la fois évidemment au vin, mais aussi au chocolat et au café. De plus en plus sur les stouts notamment. Donc on va essayer d'aller travailler sur différents types de registres, en grappillant là du café, là du thé, là du...
Et donc c'est assez égoïste évidemment aussi. Donc on voit bien qu'il y a besoin de faire appel à des référentiels déjà existants pour justement capter, on va dire, un public qui serait intéressé par ces secteurs-là et donc susceptible de pouvoir acheter, déguster, consommer, etc. Et en même temps, il faut pouvoir être suffisamment distinctif pour se positionner comme un élément original qui a fait une expérience nouvelle. C'est très compliqué. Et c'est certainement ça l'objectif de la filière aujourd'hui. En tout cas, ici, ils sont, comme vous dites, dans une démarche de monter un gamme très claire et très affichée. Et c'est vrai que le souci derrière, c'est justement de pouvoir sortir de cette comparaison avec le prototype qui est le champagne et essayer de trouver vraiment. Je voulais juste dire une chose par rapport à. Nous avions il y a 15 jours l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public, donc Bourgogne-Miniera, brillamment dirigé par Marine Maria, Florian Mabert. Et je ne sais pas si ça lui fait un scoop de dire il y avait le président des Crémants de Bourgogne, du Jura. Et je crois qu'il est devenu depuis peu le président national des Crémants. Et il me dit, Jean-Jacques, nous on va avoir une énorme problématique de communication, on est en train de réfléchir à ça, de cogiter. On se dit finalement, quand on regarde Prosecco en Italie, Cava en Espagne, eux ils font du produit glamour, ils parlent pas de vin, ils parlent de moments, mais alors des moments glamour, ils sont pas sur Sardine et tout, ils sont sur un pur produit marketing. Et donc complètement débrayé d'un discours dégustation. Ils sont sur un discours socialité. Et il dit, nous, on va réfléchir à ça. Je lui ai dit, j'ai présenté 2 sémantiques. Ah bien sûr, je dis, attendez, nous, on a le top mondial. Et donc, ça c'est vraiment intéressant parce qu'ils imaginent la problématique pour eux. Est-ce qu'on reste accroché à un discours dégustation, vineux, etc. Mais alors on va être effectivement méthode traditionnelle, méthode champenoise, et on s'en sort pas? Ou est-ce qu'on débraye carrément et on y va sur un discours glamour, socialité et compagnie? Mais dans ce cas-là, on va s'aligner peut-être sur du Prosecco et du Cava. Donc on va partir de Caribe d'Ancilla, c'est peut-être pas mieux, et du coup on va aussi peut-être complètement décoter notre produit. Vous voyez la vraie problématique? C'est la question des créments régionaux qui est en train de, par exemple, on voit là chez nous, plutôt en Loire, on est en train de voir les appellations satellites. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'avoir un rééquilibrage. Par exemple, les Saumur et les Vouvray sont en train plutôt de monter parce qu'on va communiquer sur Saumur, sur le cadre noir, par exemple. Donc, c'est sortir du cadre. Vous voyez, on communique vraiment sur. C'est intéressant comme communication. En fait, c'est vraiment sortir du piège parce que c'est d'abord un piège qui a des conséquences économiques terribles. C'est-à-dire que tant qu'on est en référence au champagne, on sera toujours un sous-champagne, donc on ne pourra jamais pratiquer des tarifs. Et en termes tarifaires, c'est un piège. C'est un piège vraiment qui a des conséquences économiques. D'accord. On est obligé de faire en très court, il y a des comptes de prise de parole qui vient. Juste rappeler l'origine quand même de la création des créments. Ça vient de Champagne. Ça vient surtout d'une volonté de montrer, on est dans les années 70, on est en termes de discours sur le vin, on a eu des époques où on a valorisé les appellations terroirs, qui est maintenant la tradition française de terroir, et on a eu des époques où le discours a été porté soit sur la technicité, soit sur l'hygiénisme, etc. Mais dans les années 70, technicité étant, on a pu montrer que d'autres territoires étaient capables, et on a complètement oublié, et l'Allemagne a fait la même chose à la même époque avec le sexe, on a pu montrer qu'il y avait aussi possibilité de parler du vin autrement qu'en se situant sur la notion de Vouvray, Volnay, quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'est née la notion de crément, raison pour laquelle certains territoires très locaux, tu as parlé tout à l'heure de Diois, le crément de Diois, à pas confondre d'ailleurs Clairette de Die et crément de Diois, ce ne sont pas du tout la même chose. Pardon? Le crément du Diois. Et on a voulu sémantiser cette époque avec le technique, comme je le disais. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on oublie complètement l'aspect pédagogique qu'on a pu mettre en place. Logiquement, il y avait une colonne vin pétillant avec les créments et les champagnes, et une colonne vin mousseux avec les Montlouis mousseux, par exemple, on dit de terroir, ou les mousseux dits industriels. Et les gens savaient théoriquement, dans les années 80, on trouve encore quelques documents de propagande qui fournissent cette lecture pédagogique. Aujourd'hui, on a complètement oublié à cause des linéaires qui nous proposent les vins chers ou les vins pas chers. C'est l'économie qui est venue prendre le pas, on dit souvent, et on se retrouve à acheter un bon champagne ou un mauvais champagne avec au milieu les pseudo-bons mauvais champagnes. Merci Julien. Richard, et on termine. Mettre un petit mot, parce que le problème du Prosecco, il est tout à fait à part.
Ce qui a fait que la vente de Prosecco a terriblement explosé, c'est le spritz. Parce que le spritz est devenu l'apéritif à la main. C'est pour ça que les gens achètent le Prosecco. Donc c'est un problème à part. L'application est différente. Pour l'anecdote historique, pour la sémantique, il faut savoir que le terme même de crément, il est lui-même emprunté au champenois. C'était une appellation particulière en Champagne qui s'appelait les créments de Champagne. C'était les champagnes qui désignaient les champagnes particulièrement crémeux, qui étaient tombés en désuétude et qu'on est venu justement emprunter pour créer des crèmes. Vous savez peut-être, mais il y a eu une négociation même par rapport à ça. Donc c'était un accord, on prend le mot crément et vous arrêtez de dire méthode champenoise et vous dites méthode crémence. D'accord. Dernier mot à Richard, on en restera là. Une remarque sur l'utilisation du mot champagne en tant que nom commun. Quand on va en Espagne, même dans les PNLS, qui est le cœur comme du cava, les gens disent champagne. La population qui n'est pas dans la pollution dit champagne. Vous allez en Californie, vous allez en Côte d'Ivoire, Sénégal, je prends un petit peu de Chouet. On continue de dire champagne. Donc même si dans les sites internet ça ne leur sort pas, dans la population ça ressort et qu'on faisait des regardez, il y avait encore le mot champagne, buvez du champagne, il faut viser du cava qui ne s'appelait pas cava. Cava, c'est dire quoi? C'est la cave. Donc ils ont donné le nom à l'appellation, le nom du cave. Bien sûr, c'est la région. Donc c'est toujours identifié comme nom commun, même chez les gens qui produisent, ce qui est surprenant. On est allé dans plusieurs hôtels, là, on a fait quand même, on connaît bien Bruxelles, et à chaque fois j'ai remarqué ça, tous les hôtels à Bruxelles, il y avait sur les petites listes dans les mini-bars, vous avez à chaque fois du cava en fait dans le frigo, et on vous met le nom, des baccarat ou des mousseux, on vous met champagne. Champagne, autant, c'est-à-dire que c'est pas bon. Mais ne parle pas trop des Belges aujourd'hui, ça va nous porter la tête. Marielle, alors, parce que du coup, là, je travaille ici sur les espumantes au Brésil. Et au Brésil, c'est très particulier. Donc, juste pour illustrer, l'appellation champagne a été reconnue en 2012 par les gouvernements. Et il y a même une maison qui a fait 2 appels à la justice et qui a gagné après la reconnaissance, donc il y a longtemps, et qui continue d'avoir le droit d'utiliser le mot champagne pour tous ces produits parce qu'ils ont demandé un droit d'usage antérieur. Parce qu'au Brésil, c'est vraiment un nom commun où on trouve dans un menu de restaurant champagne, et puis en bas, on va avoir Chandon, South, tous les instruments internationaux, Prosecco, tout est en champagne. Comme vous avez dit, un nom commun. Et c'est vraiment très, très... Alors, merci à nos intervenants. Vous aurez remarqué qu'avec ma belle assurance, j'ai été de loin le modérateur le plus nul, puisqu'on a une bonne demi-heure de retard. C'est ça. Là, je n'étais pas décidé. C'est vous qui intervenez. Ouais, c'est ça.